bonjour et bienvenue dans cet épisode bonus de 300 secondes de crime, une série d'épisodes hebdomadaires qui font partie du podcast Contre-Enquête. Exceptionnellement, pour le lancement de cette série, j'ai décidé de vous offrir un épisode supplémentaire qui va nous plonger dans l'histoire du cartel de Medellín dirigé par le célèbre Pablo Escobar. Commençons ce récit par un chiffre plutôt surprenant. Dans les années 80, la Colombie exportait plus de cocaïne que de café. On doit cela au célèbre cartel de Medellín et notamment à son chef Pablo Escobar, qui s'est imposé par la violence, mais aussi par la corruption, en réussissant à influer notamment sur la politique colombienne. Le cartel de Medellín a véritablement émergé comme une force majeure du trafic de drogue mondial à la fin des années 70. Pablo Escobar, qui avait commencé très modestement par des activités criminelles comme le vol de pierres tombales, a rapidement progressé au sein de la structure jusqu'à en devenir le chef. En 1976, il a fondé avec ses associés, dont la célèbre Griselda Blanco, le cartel de Medellín, jetant ainsi les bases de ce qui deviendra l'un des plus importants réseaux de trafic de cocaïne jamais construits à travers le monde. Le cartel, grâce à ses méthodes brutales et innovantes, parviendra rapidement à contrôler la majorité du marché de la cocaïne aux États-Unis, représentant environ 80% de son approvisionnement. Cette domination s'accompagne d'un niveau de violence sans précédent, assassinats de personnalités politiques, de policiers, attentats à la bombe, guerre contre des cartels rivaux et même contre l'État colombien. Malgré cette brutalité, Pablo Escobar acquiert une sorte de statut de Robin des Bois à Medellín, mais aussi plus largement en Colombie, grâce à sa générosité envers les pauvres et à son financement très généreux de certains projets communautaires. Dans les années 80, le cartel de Medellín atteint le sommet de sa puissance, devenant l'une des organisations criminelles les plus redoutées, mais aussi les plus riches du monde. La fortune de Pablo Escobar est alors estimée à des milliards de dollars et elle le hisse parmi les individus les plus riches et les plus influents de la planète. Il utilise cette richesse pour renforcer son emprise sur le gouvernement colombien en corrompant des fonctionnaires et en finançant des campagnes politiques qui lui permettent de se hisser au sein même des affaires de l'État. Cependant, l'ascension fulgurante du cartel s'accompagne aussi d'une augmentation de l'attention des États-Unis qui vont décider de commencer à intensifier leurs efforts pour démanteler cette puissante organisation criminelle. C'est dans les années 80 que les enquêtes menées sur le cartel de Medellín prennent une ampleur considérable. Les États-Unis en particulier, frappés par une importation massive d'héroïne et de cocaïne, sont aussi victimes, dans des villes comme Miami, d'un phénomène de criminalité endémique lié au trafic de drogue. L'effort principal mené par les structures d'enquête était évidemment la capture de Pablo Escobar, qui était devenu le leader charismatique du cartel. Les autorités ont mis en place un vaste réseau d'écoutes téléphoniques, d'informateurs, des opérations de surveillance sophistiquées pour traquer les membres du cartel. En Colombie, ce sont principalement les militaires qui sont chargés de la traque de Pablo Escobar, car on considère que les forces de police sont majoritairement corrompues. Ces enquêtes colombiennes sont soutenues par l'action du FBI aux États-Unis, mais aussi de la CIA et de la NSA qui mettent leurs moyens à la disposition de la traque de Pablo Escobar. Cependant, le cartel est profondément enraciné dans la structure sociale et économique de la Colombie et il dispose de ressources financières et humaines considérables. En réponse aux enquêtes et à la recherche de Pablo Escobar, le cartel met en place une résistance acharnée, utilisant la corruption, l'intimidation et une violence extrême pour contrecarrer les efforts des autorités. La traque de Pablo Escobar a culminé dans les années 90 avec la création d'une unité spéciale de la police colombienne dédiée à la capture du baron de la drogue et soutenue par les autorités américaines.
C'est dans les années 92 et suivantes que les États-Unis ont investi encore plus de moyens et ont intensifié la pression sur le cartel. Cette période a été marquée par des raids ciblés, des arrestations nombreuses et des éliminations de membres clés du cartel, affaiblissant progressivement la structure de l'organisation. L'enquête s'est aussi tournée vers la recherche des réseaux financiers du cartel, cherchant à couper ses sources de revenus et saisir ses actifs. Cette stratégie, qui visait à affaiblir son infrastructure économique et à perturber ses opérations de trafic, s'est révélée très positive et a permis de limiter son influence au sein de la société colombienne. La fin du cartel de Medellín est symbolisée par la mort de Pablo Escobar en décembre 1993, ce qui marque un tournant décisif dans la lutte contre le narcotrafic en Colombie. Escobar, abattu sur les toits de Medellín après une poursuite intense par les forces spéciales colombiennes, a laissé derrière lui un héritage controversé et un pays profondément marqué par les années de violence. Bien que la disparition de Pablo Escobar et le démantèlement d'une partie de son organisation soient présentés par le gouvernement colombien comme une victoire contre le narcotrafic, il n'en est rien, car d'autres organisations telles que le cartel de Cali ont déjà émergé et continuent de reprendre la place laissée vacante par le cartel de Medellín. L'héritage laissé par le cartel de Medellín demeure donc complexe. Sa chute n'a pas signifié la fin du trafic de drogue en Colombie et le cycle de violence et de corruption n'a pas pris fin à la mort de Pablo Escobar. L'histoire du cartel de Medellín révèle les défis et les limites de la guerre contre la drogue. La violence, la corruption, l'impact social profond lié au trafic de drogue ont laissé des traces indélébiles sur la société colombienne, soulevant des questions profondes sur les stratégies efficaces pour combattre ce fléau et pour mettre fin au cycle de corruption qui l'a engendré. Ce récit est maintenant terminé. L'épopée du cartel de Medellín dirigé par Pablo Escobar constitue un chapitre sombre et assez instructif de l'histoire criminelle moderne. Elle souligne les conséquences dévastatrices du trafic de drogue sur la société, la politique et même la sécurité d'une nation. C'était 300 secondes de crime. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Contre-Enquête sur Spotify et Apple Podcast. Et rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode de 300 secondes de crime.